CQFD. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans Ce qui fait débat, votre rendez-vous quotidien dédié à l'analyse et au décryptage. Et ce qui fait débat ce soir, c'est le climat et plus précisément les ambitions européennes et belges en matière climatique à la veille d'un sommet européen et puis avant un sommet international aussi sur la question. On vous expliquera tout d'abord quels sont les enjeux de ces sommets. On verra quelle position la Belgique a adoptée, ce qu'elle plaidera dès demain. On sait que la compétence climatique est éclatée dans notre pays et qu'il n'est pas toujours facile d'accorder ses violons entre le fédéral et les entités fédérées. On fera ensuite le point sur quelques chiffres et notamment sur ce nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Selon ce rapport, la baisse des émissions de gaz à effet de serre pendant la pandémie de Covid-19, cette baisse aura un effet insignifiant. Enfin, on reviendra sur le dossier nucléaire. Vous savez sans doute qu'Engie Electrabel a annoncé arrêter ses investissements en matière nucléaire chez nous. Alors le nucléaire est-il vraiment le grand méchant dans le dossier climatique? Pour répondre à ces questions, nous avons deux invités avec nous ce soir. Tout d'abord, Zakia Khattabi, ministre fédérale du climat, de l'environnement, du développement et du Green Deal. Bonsoir Zakia Khattabi. Bonsoir. Face à vous, François Massonnet, climatologue et chercheur qualifié FNRS à l'UCLouvain. Bonsoir François Massonnet. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On est parti pour 25 minutes de débat. CQFD. Et avec nous ce soir et comme chaque soir, il y a bien sûr Catherine Tonero qui est présente pour nous accompagner. Bonsoir Catherine. Bonsoir à toutes et tous. Catherine qui vous lit sur la page Facebook de La Première, qui reçoit aussi vos mails à l'adresse cqfd.rtbf.be. Si vous avez des questions à poser à nos invités ce soir, on se fera un plaisir de les relayer en fin d'émission. Le climat revient donc sur la table d'un sommet européen qui s'ouvre demain et qui sera suivi, Catherine, d'un sommet international. Effectivement, un sommet ambition climat qui veut donner un nouvel élan aux engagements internationaux en la matière. Il aura lieu, lui, samedi, en ligne. Avant cela, demain et vendredi, donc, les dirigeants européens se retrouvent effectivement à 27 États membres donc, pour établir un nouvel objectif de réduction des émissions de l'Union européenne à l'horizon 2030. Actuellement, l'Union est toujours engagée sur un objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Avec le Green Deal, elle propose une réduction de 50 à 55% en 2030, assortie de la neutralité carbone pour 2050. C'est là-dessus que les États membres doivent encore s'entendre donc. Il faut savoir que selon de nombreuses ONG, il faudrait en fait viser moins 60 à moins 65% pour avoir une chance de respecter l'accord de Paris, contenir, on le rappelle, le réchauffement sous les 2 degrés et même 1,5 si possible par rapport ici à l'ère pré-industrielle. Cela fait déjà 5 ans que cet accord mondial a été adopté, le premier juridiquement contraignant sur le changement climatique. Alors en Belgique, l'accord du nouveau gouvernement fédéral avance, lui, l'objectif de moins 55% également. C'est cette ambition que le fédéral et les entités fédérées iront défendre au niveau européen. Et c'est aussi la première fois que notre pays s'est mis d'accord sur cet objectif que vous avez annoncé, Zakia Khattabi, ce lundi. Bien que la ministre flamande compétente en la matière, Zual Demir, ait aussitôt tempéré cette annonce dans un tweet. Elle y parle de conditions importantes et strictes, je cite, à remplir pour que la Belgique soutienne formellement cet accord. Merci Catherine Tonero pour ces premières précisions. Alors Zakia Khattabi, première fois que tous les niveaux de pouvoir belges s'accordent sur un chiffre, 55%, mais Zual Demir qui tempère. Fumée blanche ou pas fumée blanche côté belge avant ce sommet européen? Alors fumée blanche, donc cet après-midi en comité d'avis sur les questions européennes, il y a eu un débat sur la question et Alexander De Croo a été très clair. Il y a effectivement un soutien pour cette ambition, mais avec effectivement 2 points d'attention qui ont été mis en avant par la Flandre et que nous soutiendrons. C'est vrai que le débat médiatique, j'ai envie de dire, ou le débat parlementaire, le cénacle parlementaire, parfois prête à une mise en scène telle et à un affrontement, mais je peux vous dire que les travaux qui ont abouti à ce qu'il y ait en effet un accord pour soutenir les moins 55% se sont faits de manière très positive et très constructive, et donc oui, la Belgique soutiendra cette ambition. Vous le disiez. Mais à quelles conditions alors? Selon quel point d'attention? Ce ne sont pas des conditions, ce sont 2 points d'attention. C'est sur la question de la flexibilité et c'est sur la question aussi des économies de coûts.
Voilà, et donc ce sont des points d'attention que Expliquez-nous, ça veut dire quoi sur la question de la flexibilité? C'est-à-dire que, par exemple, la Flandre voudrait... Donc ce sont des modalités, si vous souhaitez, de mise en œuvre. Et donc, effectivement, les modalités ne seront pas discutées. Demain, on va se mettre d'accord sur l'objectif. Et donc, ce sont des éléments qui seront discutés plus tard. Mais ce que Mme Demir dit dans la presse et ce que j'entends, c'est qu'elle souhaite, par exemple, que la Flandre puisse encore décider de pouvoir acheter sur le marché mondial des droits d'émission, etc. Mais donc tout ça n'est pas mis en discussion demain. Donc demain, la Belgique marquera son accord sur cette ambition. Alors, je ne voudrais pas tempérer notre bonheur, évidemment. Ça fait longtemps que la Belgique avait quitté le rang des pays qui sont à la pointe au niveau européen. Donc là, on retrouve notre juste place. Mais bon, on a quand même beaucoup de retard à rattraper. Et je viens de lire un chiffre, puisqu'il y a un nouveau rapport. Le Climate Analytic nous dit que la juste part de l'Union européenne pour respecter l'accord de Paris que vous évoquiez, eh bien, ce serait minimum moins 58%. Or, ici, on arrive seulement à se mettre d'accord sur les moins 55%. Donc, on va revenir sur ces chiffres dans un tout petit instant. Mais si j'en reviens peut-être aux discussions internes à la Belgique, est-ce qu'on peut résumer le propos comme tel en disant, finalement, vous êtes d'accord sur l'objectif, quant au chemin pour y arriver, là, il y a peut-être encore quelques discussions à avoir? C'est-à-dire, oui, mais c'est aussi au niveau européen qu'il y aura des discussions avant qu'elles n'arrivent au niveau belge. Donc, oui, absolument. Un petit mot sur les chiffres, alors, avec vous ce soir, François Massonnet, climatologue et chercheur qualifié au FNRS à Lucé-Louvain. Catherine nous les a détaillés. On voit que pour l'instant, on est sur un objectif de moins 40% d'émissions européennes de CO2 d'ici à 2030, par rapport, bien sûr, aux chiffres de 1990. On parle maintenant de 55%. On sait aussi que des activistes, notamment la semaine dernière, il y a 60 activistes qui se sont relayés devant les sièges des différents gouvernements de notre pays pendant 60 heures pour demander que la Belgique, elle, réclame 60% en moins. Est-ce que c'est très important, ça, c'est 10% ou 5% ou 3%, vous évoquiez le chiffre de 58, de différence. Comment on peut analyser ces petites différences, François Massonnet? L'essentiel, c'est que ça va dans le bon sens. Déjà, c'est la première bonne nouvelle. Le deuxième message que je vois, c'est qu'on est quand même toujours un peu en deçà des ambitions qu'on devrait viser pour parvenir à contenir le réchauffement à 1,5 degré et dans le pire des cas à 2 degrés. Qu'est-ce qu'on devrait viser pour parvenir à contenir Alors, ce tout réchauffement? dépend du monde dans lequel on veut vivre dans 40, dans 50 ans. Ce que disent les scientifiques et les articles scientifiques qui paraissent, que ce soit dans les rapports du GIEC, les rapports spéciaux, c'est qu'un monde à 1,5 degré, un monde à 2 degrés ou à 3 degrés, ce n'est pas les mêmes mondes. Un monde à 1,5 degré ressemble plus ou moins à ce qu'on a actuellement, avec quelques amplifications sur la fréquence des vagues de chaleur, par exemple. Un monde à 2 degrés, on amplifie encore ces fréquences-là. Quand on bascule vers des mondes à 3, 4 degrés, on arrive simplement dans des terra incognita, c'est-à-dire des zones qu'on ne connaît pas bien parce qu'on ne les a jamais vécues forcément, mais qui pourraient aussi être des déclencheurs de phénomènes à seuil. C'est-à-dire que des sous-parties du système climatique pourraient tout à coup basculer et entraîner dans leur chute d'autres composants du système climatique et nous mener vers un monde qu'on ne connaît pas. Mais du coup, quelle baisse doit-on objectivement viser pour respecter l'accord de Paris? On a rappelé qu'il était juridiquement contraignant, qui est de rester en deçà de 1,5 degré de réchauffement climatique. La baisse, pour contenir actuellement l'objectif de 1,5 degré, il faut viser au moins 7% par an de réduction. Pour information, 7% par an, c'est si on fait un petit calcul, d'ici à 2030, il nous reste 10 ans, ça veut dire qu'on doit viser beaucoup plus que 55%. C'est cumulé sur toutes les années jusqu'à 2050, jusqu'au moment où on arrive à la neutralité carbone. Donc ça, c'est l'objectif qu'on devrait se viser. Et pour information, 7% par an, c'est l'équivalent des émissions qu'on n'a pas produites cette année en raison de la crise Covid. On va en parler juste après, j'imagine. On va en parler. Donc c'est pour donner une idée de l'ordre de grandeur des efforts qu'on va devoir consentir pour se maintenir sur cette trajectoire qui est extrêmement ambitieuse. Zakia Khattabi, peut-être encore cette question pour revenir aux objectifs de la COP 21 des accords de Paris qui fêtent tout juste maintenant leur 5e anniversaire. Est-ce qu'on s'est réellement donné les moyens de parvenir à ces objectifs? Alors, les accords de Paris restent quand même un point d'achoppement important. Mais évidemment, pour qu'il puisse y avoir accord, il a fallu... on sait qu'il n'y avait pas d'objectif chiffré pour chacun des États, il n'y avait pas d'objectif... c'était un cap qu'on se donnait. Et donc, la contrainte n'existait pas. Et donc, il n'y a pas, à un moment donné, un rendez-vous qui était donné et où chacun doit rendre compte sur l'atteinte ou pas de ses objectifs. Donc, de ce point de vue-là, c'était l'accord
péché sans doute par un certain flou. Juridiquement contraignant, mais concrètement parlant, il n'y avait pas vraiment moyen de vérifier les choses. Oui, les juridiquement contraignants, ils restent aussi un peu flous dans la mesure où on ne s'est pas donné d'objectifs concrets contraignant précisément pour chacun des acteurs autour de la table, on peut difficilement susciter la contrainte. Mais aujourd'hui, la contrainte, elle est quoi? Elle est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la réalité dans notre quotidien du changement climatique. Moi, je voudrais appuyer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il n'est pas question de croyance, il n'est pas question d'idéologie, il n'est pas question de dogme, il est question de faits et de réalités scientifiques. Et aujourd'hui, le changement climatique, on ne le lit plus que dans les livres, où ce ne sont plus que des scientifiques dans leur laboratoire qui nous en parlent. C'est le quotidien, aujourd'hui, de chacun et de chacune, un peu partout dans le monde. Et vous faites très bien de parler de science et de parler de faits, Zakia Kadabi, puisque à la veille des sommets qu'on a évoqués, Catherine Tonero, le programme des Nations Unies pour l'environnement tire à nouveau la sonnette d'alarme. Effectivement, chaque année, ce programme rédige un rapport qui compare les émissions réelles de ces gaz à effet de serre et celles compatibles avec ces objectifs de Paris. Quelques chiffres, c'est inévitable, soyez attentifs. Selon son calcul, il faudrait réduire ces émissions de 7,6%, François Massonnet l'évoquait, chaque année jusqu'en 2030, si on veut rester dans les clous de l'accord. Des émissions qui ont pourtant augmenté de 1,5% en moyenne chaque année sur la dernière décennie, avec un record atteint l'an dernier, en 2019. En chiffres, cela représente 59,1 gigatonnes ou milliards de tonnes de CO2, soit 2,6% de plus qu'en 2018. Alors, quid de 2021, une année tout à fait spéciale, on le sait. La pandémie du Covid a mis à l'arrêt une bonne partie de l'économie mondiale durant des mois. La chute conséquente des émissions, elle est estimée à environ 7%, elle aussi. C'est encourageant, évidemment. Mais il s'agit d'un retournement conjoncturel et qui n'aura qu'un effet négligeable à long terme, indique l'ONU. Cela ne permettrait d'éviter que 0,01 degré de réchauffement d'ici 2050. C'est dire. Pire, selon ces experts onusiens, d'ici la fin du siècle, la trajectoire de réchauffement est estimée à 3,2 degrés de plus. Et ce même si tous les engagements de Paris étaient tenus. Bref, faut-il encore le prouver, la relance post-Covid devrait être sérieusement verdie si l'on veut éviter le pire. Bon, des chiffres quand même impressionnant, François Massonnet, vous allez nous aider un petit peu à les décrypter. Donc si on suit bien, si on reprend bien ce que Catherine a dit, 7% de moins d'émissions de gaz à effet de serre, ça ne ralentit que de 0,01 degré le réchauffement climatique. On a l'impression du coup que les objectifs sont totalement inatteignables. Bon, ça c'est la contribution de l'année 2020 pour une baisse de température. Donc cette seule année va causer 0,01 degré de moins qu'est-ce que le climat aurait été sans cette année 2020. Évidemment, si on cumule tout ça au fur et à mesure, on va arriver progressivement à gommer cette différence. Mais on voit bien que l'année 2020, climatiquement parlant, elle n'a pas du tout attendu la crise sanitaire pour changer. En fait, vous me disiez, en préparant cette émission, qu'elle battait des records de température cette année 2020. Oui, tout à fait. Le mois de novembre a été le mois le plus chaud sur la planète. On est en passe de battre le record absolu de température où on terminera à la 2e ou 3e position. Et ce, malgré des facteurs qui sont normalement favorables pour avoir un climat plus froid, c'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail, la variabilité naturelle du climat cette année joue plutôt à ramener les températures vers le bas. Donc on est en train de battre un record, alors que normalement on aurait dû avoir une année relativement froide. Là où les records précédents, 2015-2016, on avait des conditions plutôt positives pour battre le record. Et donc ça montre que le fait que la banquise arctique a quasiment battu un record. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais 2020 est tout à fait dans la lignée des autres années, malgré cette baisse d'émissions. Et ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est que cette année, on a mis moins de CO2 dans l'atmosphère, mais ce qui compte, c'est le stock total de CO2 qui, lui, a intégré sur des dizaines et des dizaines d'années tout ce qu'on a émis pendant ce temps-là. Évidemment, alors c'est pour ça qu'il faudrait en réalité une crise Covid ou l'équivalent chaque année. On ne va pas souhaiter une crise Covid, Zakia Kadabi, pour arriver à nos rassurez-nous. objectifs, évidemment, on ne le souhaite pas. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on devrait quand même retenir certaines leçons de ce qu'on vit maintenant pendant cette crise sanitaire, où on a vu de plus en plus, je ne sais pas, l'usage du vélo se faire, de plus en plus de télétravail se mettre en place. Pas toujours facile, d'ailleurs, pour les gens à accepter ce nouveau quotidien. Comment on fait? On tire les leçons, mais... Alors, plusieurs choses. Je pense qu'il y a aujourd'hui une réflexion autour du Green Deal et du plan de relance et de résilience, qui est un fabuleux levier, en fait, pour autant qu'il soit utilisé de la bonne manière. Je pense que si on tire les leçons,
de la crise qui nous a occupés, la crise sanitaire. Plusieurs leçons sont à tirer, dont notamment autour de la question de la pénurie des masques. On s'est tous tournés vers la Chine. Et donc, alors, avec beaucoup de précautions, je dirais, si cette crise a une vertu, mais vraiment avec beaucoup de précautions, d'utiliser le terme vertu, c'est de nous mettre face aux limites d'un modèle qui, par ailleurs, détruit aussi la planète. Et donc, si on tire cette conséquence, si on tire les conséquences de cette conclusion, c'est de mettre en place un dispositif ou un plan de relance qui permet de réancrer notre économie territorialement. Et on sait que pour le climat, c'est très bon aussi. Et donc, il y a un enjeu aussi, à l'échelle européenne, de penser un projet de réindustrialisation pour, en tout cas, ce qui concerne les fonctions vitales. Je veux dire, on ne pourra pas fermer les yeux sur cette conclusion par rapport à la crise du Covid, ça c'est un. Et puis, on a donné un certain nombre de chiffres. Moi, je voudrais en donner encore un, parce qu'on a entendu que 170 CEO de grosses entreprises ou d'investisseurs ont adressé un courrier à la Commission et aux États membres en nous appelant à revoir nos ambitions à la hausse. Et c'est vrai qu'il y a une réalité économique aussi, que l'on n'évoque jamais derrière le changement climatique. Et la Commission nationale climat a sorti récemment, il y a quelques semaines, une étude sur l'impact socio-économique du changement climatique. Et donc, en 2005, le coût de ce changement sera de 9,5 milliards, soit 2% de notre PIB. Et les gains, ces coûts comment ? Qui supporte ces coûts Alors, c'est la collectivité, précisément. C'est la collectivité. Ce sont des maladies, ce sont des... Enfin, voilà, c'est nous collectivement. Et donc, nous avons collectivement intérêt, si ce n'est pas par responsabilité, mais alors par intérêt, à faire en sorte de diminuer ce coût collectif. Alors, certains sont plus sensibles au coût économique. C'est pour ça que j'amène le débat sur ce terrain-là, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est chiffré, que le coût de l'inaction serait beaucoup plus important que le fait d'avoir des actions et d'utiliser le levier économique aussi. Pour le point de vue du scientifique, peut-être là-dessus, le coût de l'inaction serait plus important, évidemment. Les chiffres le montrent aussi, les projections climatiques et tous les modèles qu'on fait tourner sur ces projections climatiques le montrent. C'est que chaque année supplémentaire qui n'est pas utilisée pour mettre en place des politiques de transition écologique sont des années perdues et rendent la tâche encore beaucoup plus difficile, parce que la pente pour rejoindre un niveau de température stabilisée ou pour rejoindre un niveau de CO2 donné, elle sera beaucoup plus dure, beaucoup plus forte. Et donc les mesures vont être encore plus violentes. On a intérêt à étaler nos dépenses dans le temps et donc de faire preuve d'une certaine prévoyance. En parlant de dépenses, et on gagne en qualité de vie, il faut le dire aussi. Oui, bien sûr, c'est important. Une petite note peut-être à présent, dans votre note de politique générale, un point a fait quelque peu débat dernièrement, celui lié justement à la fiscalité. Vous souhaitez, dites-vous, adapter la fiscalité à la transition écologique. Certains ont dès lors parlé de taxe carbone, ont avancé des chiffres par ménage que vous avez ensuite réfutés. Alors, qu'en est-il exactement ? Ça veut dire quoi d'adapter la fiscalité à la transition écologique ? Est-ce que ça veut dire une taxe supplémentaire quand même ? Alors, d'abord, je n'ai pas réfuté les chiffres, mais effectivement, dans la note, il n'est pas question de la taxe carbone. Voilà, donc ces chiffres existent. La ministre Marguem a initié sous la précédente législature un débat autour de cette question-là, un débat national. Il y a un rapport, effectivement, qui chiffre différents scénarios. Et donc ces chiffres venaient de là. Pour ce qui concerne l'accord de majorité, l'accord dit précisément que l'on adaptera, que l'on fera glisser notre fiscalité vers une fiscalité qui correspond aux réalités actuelles, à savoir du changement climatique. Une fiscalité plus verte. Et donc une fiscalité environnementale. Et donc effectivement, le buzz, le bad buzz, pour le dire rapidement et de manière familière, qui a lieu, dit surtout beaucoup de choses sur la méconnaissance de la fiscalité verte, de ce que c'est et de ce qu'elle implique. Est-ce que le résumé, c'est quoi ? C'est pollueur-payeur ? C'est ça que ça veut dire ? Alors, c'est pas que ça, oui, c'est en effet internaliser le coût environnemental, mais ce sont des leviers différents. Il y a différents leviers, il y a aussi des leviers positifs, c'est-à-dire rendre les choix les plus vertueux du point de vue environnemental plus intéressants. Alors de ce point de vue-là, dans le cadre de la discussion sur les moins 55, la Flandre demande par exemple au fédéral de faire baisser la taxation sur les produits ou les choix les plus vertueux. Évidemment, on ne peut que les suivre. Donc c'est aussi un levier. Et donc
quand on parle de fiscalité environnementale, voilà, la seule façon de clôturer réinjecter le cet débat, argent dans tout à une fait, mais ça politique c'est dans plus l'accord. verte Mais ce que je veux dire, c'est que la meilleure manière d'empêcher tout changement, c'est effectivement de sortir l'enjeu de la taxe. L'accord, il est clair. Il dit faire évoluer notre taxation pour intégrer l'enjeu environnemental. Mais l'accord ajoute que, quel que soit le dispositif mis en place, ça doit être budgétairement neutre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remplir les caisses de l'État sur les dos du citoyen. Donc l'idée, puisque vraiment, c'est de recevoir de l'argent, mais de le réinjecter. On reverse et on réinjecte à 100% le fruit de cette fiscalité environnementale aux citoyens et aux entreprises. Et cette émission avance décidément très vite. Catherine Tonero, on l'avait dit, on va refaire peut-être un petit point sur le dossier du nucléaire aussi chez nous. En rappelant que Engie Electrabel a annoncé récemment l'arrêt de ses investissements dans le nucléaire et se préparer à la fermeture de tous ses réacteurs pour 2025. C'est ce que prévoit, on le sait, l'accord de gouvernement, tout en laissant une porte entrouverte au nucléaire, puisqu'il prévoit aussi d'évaluer fin 2021 les capacités électriques de notre pays sans le nucléaire. Tout cela, on le sait, sur base d'alternatives qui doivent être développées. On parle notamment, et beaucoup, des centrales au gaz qui émettent aussi plus de CO2. Sortie du nucléaire en 2025 et baisse substantielle d'émissions, on en a parlé tout au long de cette émission. Ces deux objectifs sont-ils compatibles ? Ce n'est pas un débat nouveau, évidemment. Sur cette sortie du nucléaire d'ici 5 ans, donc 2025, on va écouter Damien Ernst, professeur à l'ULiège en électromécanique et spécialiste en énergie. Sans trop de risques de blackout, mais ça va être très cher, on va payer, ça va être un bête sang social, on va émettre plus de CO2 et on va perdre aussi une très très grande compétence dans le domaine nucléaire. Pour ce spécialiste, il faut trancher entre le nucléaire ou le CO2 et ne pas arrêter les investissements dans le nucléaire, je le cite, tant qu'on n'a pas complètement décarboné notre économie. Je vais d'abord me tourner vers le spécialiste que vous êtes, François Massonnet. Est-ce que investir moins dans le nucléaire, ça veut dire automatiquement émettre plus de CO2 ? Qu'est-ce qu'on va faire entre les deux et comment peut-on faire pour ne pas justement se greffer sur une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ? Alors, je ne suis pas spécialiste du nucléaire, spécialiste des questions climatiques. Mais du climat, oui. Et c'est lié. La bonne nouvelle, c'est que la question nucléaire, elle est complètement décorrélée de la question des émissions de CO2. Absolument. Parce que produire un électron à couleur nucléaire ne coûte pas de CO2 ou très peu si on s'exprime en kilowattheure par gramme de CO2 produit et n'a aucun impact climatique non plus. Maintenant, donc quand on dit des fois que le nucléaire, c'est le mauvais élève de la question climatique, on se trompe en fait. Tout à fait. Parce que c'est mal posé le débat. C'est mal posé le débat. Les Verts ne le posent pas comme ça d'ailleurs, j'y reviendrai. Oui, c'est important de le rappeler. Ce qui est intéressant, par exemple, pour donner un exemple, l'Allemagne en 2011, après l'accident de Fukushima, décide de sortir du nucléaire, coupe la moitié de ses centrales en quelques mois, va couper l'autre moitié d'ici 2023, si je ne me trompe pas. Or, sa part d'émissions de CO2, elle est restée constante, voire elle a un peu augmenté. Mais le fait d'investir dans d'autres choses, alors dans des alternatives, on parle de centrales au gaz ou autre, est-ce que là, ça va avoir un impact sur l'environnement ? Donc ça prouve bien qu'elle n'a pas résolu son problème de CO2 en coupant du jour au lendemain ses centrales nucléaires. Donc ici, la question, c'est de savoir, on a un monde d'hier qui est un monde très carboné, avec beaucoup d'émissions d'énergie fossile. On a le monde d'après-demain où on voudrait idéalement avoir un maximum d'énergie renouvelable, peut-être peu d'énergie sous forme nucléaire parce qu'il y a quand même certains risques associés à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le monde de demain ? Qu'est-ce qu'on fait pour la transition ? Et je crois, maintenant c'est un avis personnel, mais que le nucléaire peut offrir un moyen d'amortir notre transition, de garantir un certain approvisionnement électrique pour effectuer une transition écologique qui soit tout à fait réussie. Alors, est-ce que le nucléaire a un rôle à jouer dans la transition écologique que vous visez, Zakia Khattabi ? Alors, je pense en effet que l'erreur et de lier les deux dossiers. Donc, on ne ferme pas le nucléaire pour des raisons climatiques. N'est pas, voilà, donc ce sont deux dossiers. Alors, ils se retrouvent dans le même accord de gouvernement. Et ça veut dire que la négociation autour des moins 55, ceux qui ont négocié ont bien intégré le fait qu'on fermait les centrales. C'est une évidence. Alors, je rappelle quand même que la loi, elle date de 2003. Elle a été confirmée en 2015. Il y a aussi un débat qui n'est pas de gouvernance, où c'est à un moment donné. Voilà. Alors, effectivement, ceux qui, aujourd'hui, mais j'en suis ravie, s'inquiètent de nos émissions de CO2 au nom du nucléaire, souvent, ce sont des gens qu'on n'a pas entendus sur ce dossier-là. Donc, moi, je me réjouis de ça. Mais donc, je confirme que l'accord qui a été négocié, ce sont les mêmes personnes qui ont négocié la fermeture que le moins 55. Et donc, nous intégrons, nous, dans le cadre futur du nouveau PNEC, etc., cette réalité-là. Mais si on ne le faisait pas,
si on ne ferme pas les centrales, si on ne donne pas ce cap, on voit bien qu'il n'y a pas d'investissement massif dans les énergies renouvelables. Et donc, donner ce cap et confirmer la volonté avec les précautions que vous aviez évoquées. Donc, en 2021, on fait un bilan de ce qu'il y a sur la table pour effectivement garantir une sécurité d'approvisionnement. Donc, évidemment, Pas de blackout annoncé avec la fin de l'investissement dans le nucléaire. Et le fait que Engie nous dise « je n'investis plus dans le nucléaire » et qu'il explique déjà qu'il a des propositions de projets qu'il mettra sur la table, prouve bien que c'est parce que le politique a tergiversé qu'on a empêché les investissements dans le renouvelable. Et donc aujourd'hui, le politique est clair. Voilà. On veut une sortie du nucléaire. Vous avez évoqué les dangers du nucléaire. J'ai entendu à votre journal ce nouvel incident près d'Anvers où il y a des déchets nucléaires dont tout le monde s'est étonné. Des émissions sur la une télé. Voilà. Je me permets, Zakia Khattabi, peut-être parce qu'il nous reste une toute petite minute dans cette émission pour redonner la parole à Catherine Tonero qui a une question d'auditeur à vous. Ouais, on va reprendre cette question, peut-être celle de Jean-Marie. Plutôt que de se mettre d'accord sur un objectif pour 2030, nous écrit-il, ne devrait-on pas déjà décider de ce que l'on fait d'ici un mois, en 2021 On ne prend pas très bien toutes ces échéances. Non, mais oui, il a raison. Mais c'est-à-dire que voilà, on se donne des agendas 2050 neutralité, un objectif intermédiaire 2030. Ici, on parle aussi d'État et de politique à mettre en œuvre. Je veux dire, on sait que nombreux sont les citoyens qui commencent eux-mêmes à changer leur comportement. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui responsabilisent, qui font porter la responsabilité de la transition sur les individus. Je pense que nous avons une forte responsabilité, mais effectivement, le changement qu'on effectue aujourd'hui ou demain, ce sont ceux qu'on effectue à l'échelle individuelle. Merci beaucoup, Zakia Khattabi, ministre fédéral du Climat et de l'Environnement, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous aussi, François Massonnet, climatologue et chercheur qualifié au FNRS auprès de l'UCLouvain. Merci à Catherine Tonero de nous avoir accompagnés dans ce CQFD. Un CQFD, un rendez-vous quotidien, vous le savez désormais très bien, à retrouver à 18h20 en radio sur la première, à partir de 20h40 sur la 3 en télévision et absolument quand vous voulez sur notre plateforme Ovio. Merci de nous avoir suivis. CQFD.